Bonsoir à tous, dernière grande gueule Moyen-Orient de la semaine, merci de votre fidélité. Voici les sujets de ce jeudi 28 janvier sur lesquels nous allons débattre ensemble. Le BDS traite Israël d'état d'apartheid et appelle l'ONU à boycotter le pays. Jusqu'où l'organisme ira-t-il? Ne représente-t-il pas aujourd'hui un danger peut-être bien plus grand que la menace iranienne? Ce sera notre premier débat au pays de Bibi. Israël bat le record mondial du confinement, 139 jours de magasins fermés et familles cloîtrées chez elle. Mais partout, la colère gronde. À force de confiner, risque-t-on une désobéissance mondiale? Ce sera le débat des GGMO. Pendant ce temps, la France n'ose pas emboîter le pas, ira ou n'ira pas vers un troisième confinement? Nous posons la question à Prisca Thévenot, porte-parole La République En Marche. Elle passera le grand oral des GGMO. Enfin, nous vous parlions avant-hier de ce sondage qui donnait Marine Le Pen en tête en 2022 au premier tour. Cette étude a une suite. Près d'un Français sur deux voterait aussi pour la candidate RN au second tour. Alors, virage à droite toute, nous posons la question, GGMO. Et bonsoir à tous, bonsoir Nomi Aliwa. Bonsoir Benjamin. Bonsoir à nos grandes gueules de ce jeudi soir. Bonsoir Michael Lara, psychiatre. Merci d'être avec nous, de nous rejoindre dans ces grandes gueules Moyen-Orient. Bonsoir Amir Badran, bonsoir, avocat arabe israélien, pour la seconde fois chez nous dans ces grandes gueules. Et je salue nos grandes gueules parisiennes qui sont également en direct avec nous. Franck Tapiro, publicitaire. Bonsoir mon cher Franck, heureux de vous retrouver. Et bienvenue également à un nouveau venu dans nos grandes gueules Moyen-Orient. Rost, bonsoir, vous êtes rappeur, président de Banlieue Active, membre du Conseil économique, social et environnemental. Je vous souhaite la bienvenue également, Rost, dans ces grandes gueules Moyen-Orient. Merci. Et maintenant que les présentations sont faites, eh bien partons tous ensemble au pays de Bibi. Alors, si vous étiez avec nous hier soir, vous vous souvenez que nous avons débattu avec nos grandes gueules de la menace iranienne. Ce soir, parlons d'une autre menace. Elle se passe des armes, elle utilise plutôt les mots et les lobbies. C'est celle du BDS, Noémie Aliwa. Oui, le BDS continue sa campagne de délégitimation d'Israël. Aujourd'hui, le mouvement appelle l'ONU à reconnaître l'État hébreu comme pratiquant l'apartheid, en s'appuyant notamment sur l'association israélienne B'Tselem, qui en a fait de même. Voici le tweet donc du BDS. Après les Palestiniens, les Sud-Africains et les juristes, l'association israélienne B'Tselem vient de qualifier Israël de régime d'apartheid. L'ONU doit se joindre à ce consensus mondial croissant. 452 groupes de la société civile appellent l'ONU à agir. C'est un tweet qui est accompagné d'un texte haut en couleur qui accuse Israël de crimes contre l'humanité. De même pour le sujet de la vaccination des Palestiniens dont on parlait hier, eh bien, l'organisation accuse Israël de pratiquer la discrimination en ne livrant pas immédiatement des vaccins aux Palestiniens. Citons-les de nouveau. Les autorités d'occupation israéliennes ont mis en œuvre leur politique de vaccination de manière discriminatoire, illégale et raciste. Alors pour vous faire réagir, chère grande gueule, je vais commencer par notre spécialiste en communication politique, Franck Tapiro, en direct avec nous depuis Paris. Franck Tapiro, vous allez me dire, les accusations du BDS contre Israël, c'est le lot quotidien de l'État hébreu. Mais là, la grande différence, c'est que le mouvement se sert d'une ONG israélienne pour appeler l'ONU à boycotter le pays. Ça commence pas à devenir dangereux, tout ça ? Et il faut dire que même en Israël, il y a ce qu'on appelle les idiots utiles. Et les idiots utiles pour se tirer une balle dans le pied. Mais vous savez, les idiots utiles, c'est vrai partout dans le monde. Bon, vous savez, quand ils sont en Israël, ça fait encore plus de poids parce que ça paraît même comique ou surréaliste vu les arguments avancés, manipulés eux-mêmes et manipulables par un BDS qui n'est d'autre qu'un mouvement médiatique. Vous savez, la plupart des gens du BDS, j'en ai déjà parlé à Paris quand ils ont le courage de croiser des opposants, surtout des Israéliens comme moi. Il n'y en a pas un qui a mis une seule fois les pieds en Israël ou dans les territoires dits occupés ou en Cisjordanie. Ils ne connaissent pas. Ils ne connaissent qu'à travers les médias. Donc c'est un mouvement médiatique, un mouvement militant. Et encore une fois, rappelez-vous ce que je vous disais la dernière fois, ils n'ont pas tort de faire ça. Pourquoi ? Parce qu'Israël, malheureusement, il a gagné toutes les guerres, sauf celle des médias. Et depuis des années, on dénigre un petit peu la communication, les médias et le buzz. Heureusement que des gens comme Olivier Rafovitch font un beau boulot pour l'armée, mais sur l'image d'Israël, on laisse les gens parler. Alors c'était de l'extérieur, maintenant c'est à l'intérieur, et maintenant des boîtes, des mouvements comme le BDS se servent d'associations israéliennes,
comme en France, avec certains mouvements juifs ou qui sont totalement instrumentalisés contre la communauté. Enfin, on en a vu un paquet des comme ça. Mais là où c'est un peu plus grave, c'est qu'ils ont une place dans les médias et qu'il n'y a pas de riposte. Donc, ils osent avancer le mot apartheid, alors que le mot apartheid, c'est très simple, c'est une politique d'État. Bon. Il faut qu'ils fassent de grands efforts pour prouver que la politique d'État en Israël est une politique d'apartheid, puisque ce n'est pas le cas. Et d'ailleurs, les Arabes israéliens pourront le dire tous les jours. Mais comme, encore une fois, quand ils lancent une boule puante, il n'y a pas de retour, les gens finissent par croire leur petite musique. Même s'il n'y en a pas un, je vous le dis, mais à chaque fois que je l'interroge à Saint-Michel ou dans d'autres rues de Paris, est-ce que vous le connaissez Israël? Les mecs, ils me regardent avec des grands yeux, ils ne savent même pas où c'est sur la carte. Bah alors attendez, justement. Un mouvement militant, mais... Attendez, Franck. Ce qui fait mal aussi, c'est que Israël, malheureusement, ne s'est pas riposté en termes de com. Alors, Israël ne s'est pas riposté en termes de com. Amir Badran, vous êtes arabe israélien. Vous soutenez, vous, ces appels au boycott? Écoutez, quand il s'agit de savoir ou de poser la question, est-ce que c'est l'Iran ou le BDS qui sont le pire ennemi, moi je dis qu'il faut voir la vérité en face et non pas parler uniquement des slogans. C'est-à-dire que jusqu'à aujourd'hui, on a vu plus des attaques israéliennes contre Iran que l'inverse. Ceci dit, jusqu'à aujourd'hui, l'Iran n'a pas vraiment menacé Israël. C'est vrai que le gouvernement de Netanyahou essaye de travailler cette politique de démonisation de l'Iran pour en fait serrer les coudes à l'intérieur d'Israël en soi-disant comme si c'était une tellement grande menace. Oui, mais maintenant, le BDS travaille pour diaboliser Israël. Maintenant, quand on veut parler de BDS, BDS c'est une organisation qui travaille justement pour influencer sur l'opinion publique de manière de faire monter cette politique de discrimination, cette politique de colonisation d'un autre peuple, du peuple palestinien, à travers ces actions qui ont des répercussions économiques. Maintenant, il faut comprendre. On parle d'apartheid ou pas? Maintenant, il faut comprendre que le gouvernement de Netanyahou, c'est justement ce gouvernement-là qui brouille la frontière entre la critique contre Israël, qui est très très légitime, et la critique du BDS qui est ciblée, qui cible les colonies israéliennes dans les territoires occupés palestiniens, à travers les produits qui sont fabriqués là-bas, qui sont vendus, qui sont ainsi de suite. Donc, le BDS n'est pas contre Israël. Le BDS, il est en train de travailler pour mettre cette opinion mais publique, à l'ONU, le résultat à l'ONU, c'est qu'ils cherchent à mettre Israël sur le banc des à nations. comprendre ce qui est en train de se faire dans les colonies envers le peuple palestinien, et c'est ça ce qui est mis sur la table. Michael Lara. Alors, c'est extraordinaire parce qu'on comprend donc que l'Iran n'est pas contre Israël. Ils ne disent pas qu'Israël est une tumeur cancéreuse au milieu du Moyen-Orient. Ils ne disent pas qu'il faut éliminer Israël et mettre les sionistes à la mer. Et donc le BDS travaille aussi pour le bien-être de tous. Alors évidemment, on voit bien que la vérité n'est pas en jeu. On voit bien qu'on peut raconter n'importe quoi et considérer qu'à partir du moment où c'est Israël, comme ils sont forts, alors ils sont méchants, alors on peut les attaquer de toutes parts. Évidemment, déjà, quand on parle de l'Iran, que le fanatisme et l'agressivité destructrice, elle est clairement du côté de l'Iran, et c'est pas une interprétation de ma part. C'est extraordinaire quand est-ce qu'ils ont attaqué Israël, l'Iran ? Quand est-ce qu'ils ont attaqué le peuple Non, ils sont pas les moyens de l'attaquer aujourd'hui frontalement. Mais alors attendez, je vais vous répondre. Ils l'ont jamais attaqué. Ils l'ont attaqué. Par contre, Israël a commis pas mal d'actions. Ils l'ont attaqué. Pas mal d'actions contre les Iraniens. Ils l'ont attaqué médiatiquement. Il attaque en faisant d'Israël une tumeur cancéreuse. Les paroles de guerre sont des paroles sérieuses. Alors à ce moment-là, les mots n'ont qu'un sens. Et ça ne m'étonne pas que vous considériez que le mot apartheid peut être dit vu que les mots n'ont qu'un sens. Mais c'est étonnant pour un avocat. Et puis, j'avais dit que les mots n'ont qu'un sens. C'est vous qui l'avez dit. Ce qui est aussi extraordinaire, c'est que l'Iran arme le Hezbollah, est en Syrie, arrive au Liban. Non, ils attaquent pas du tout
Israël. Ils ont juste pas le courage de l'attaquer frontalement. Mais vous êtes en train de nous dire qu'à la question du jour, est-ce que le BDS est plus dangereux que l'Iran? Vous êtes en train de nous dire, vous qui avez l'erreur, c'est que c'est plutôt l'Iran qui est plus dangereux. Non, ça me paraît évident que l'Iran est une menace extérieure. Il a été diabolisé pendant des années par Bibi Netanyahu, par l'Iran. Bien sûr qu'il va dire ça. L'Iran a été diabolisé, c'est-à-dire que eux-mêmes, pays totalement fanatique, n'est pas un pays qui est un pays qui a besoin de Vous ne pensez pas qu'il y a une démonisation de l'Iran je pense que l'Iran se débrouille tout seul pour être complètement décrédibilisé. Il se débrouille très bien tout seul. Ils n'ont de cesse, ils n'ont de politique justement. Quand vous dites, mais c'est des faits que je suis en train de vous présenter, des faits, non pas des interprétations. Quand vous dites que c'est Netanyahou qui va donner à l'Iran une vision diabolique pour resserrer, les rangs en Israël, c'est exactement ce que fait l'Iran. Ça s'appelle une projection psychiatrie. Alors, si c'est pas une psychiatrie, excusez-moi, mais en psychiatrie, on adore accuser l'autre de ce qu'on fait. Et donc l'Iran, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il resserre les rangs de son pays qui est en déliquescence, en disant que tout est de la faute des Juifs, d'Israël, etc. Mais on voit bien que ce soit pour le BDS ou l'Iran, les gens qui ne sont pas pro-israéliens ou même anti-israéliens ne s'embarrassent pas de la vérité et ils racontent les choses à leur sauce. Alors j'aimerais entendre une voix qu'on n'a pas entendue depuis le début de cette émission, c'est Rost. Rost, je vais préciser quand même que vous connaissez un petit peu la région parce que vous êtes venu en Israël en compagnie d'une délégation et même en préparant cette émission, vous nous avez expliqué que tous les membres de cette délégation sont arrivés avec des certitudes et sont repartis en France avec des doutes. Qu'est-ce que vous répondez-vous à la question du jour ? Oui, effectivement. Évidemment, je vais avoir une approche peut-être un peu moins passionnelle que certains, étant donné que c'est un sujet qui m'intéresse depuis très longtemps. J'avais même sorti des chansons qui appelaient à la paix entre Israël et la Palestine déjà en 1996, alors que j'étais qu'un gamin. Et je dis ça pour Franck. Tu es toujours jeune. Je dis ça pour Franck, justement. Non, mais plus sérieusement, évidemment, moi, lorsqu'on est venu travailler sur le conflit israélo-palestinien là-bas, effectivement, on était en Israël, on était en Palestine, et sincèrement, on arrive avec des certitudes et on repart avec des doutes. Parce qu'on prend la situation déjà sur le plan géographique, Israël, c'est l'Île-de-France. Donc ça, c'est ce que les gens oublient déjà en premier. Effectivement, j'entends les discours de certains qui disent oui, ils sont enclavés entre des États qui les menacent en permanence. Là, vous posez la question, l'Iran ou BDS, je veux dire, enfin, il n'y a aucune comparaison possible. Les gens qui sont en interne et qui militent pour qu'il y ait la création de deux États, qu'il y ait la paix entre les différents peuples, qu'on cesse, par exemple, on n'a que trop laissé se passer ce qui s'est passé en Afrique du Sud. Donc, ce qui se passe au Proche-Orient entre Israël et la Palestine, c'est pareil. On n'a que trop laissé. Attendez, qu'est-ce que vous voulez dire? Vous comparez Israël et l'Afrique du Sud? Le BDS ne milite pas pour la paix. Le BDS appelle au boycott d'Israël. C'est tout à fait différent. Il n'appelle pas au boycott d'Israël. Il appelle au boycott des Attendez, laissez Rost terminer, s'il vous plaît. Vous aurez la parole après. Extraordinaire comment on s'arrange avec la vérité. C'est dans son nom, mais il n'appelle pas au boycott d'Israël. Ça, c'est votre déduction. Non, mais c'est écrit dans le terme. Attendez, laissez-le terminer. C'est écrit au boycott dans le nom. Oui, mais tous les mouvements, madame, tous les mouvements qui vont dans le sens où la communauté internationale, qui est devenue juste une organisation de business, si cette communauté internationale, à un moment, finit par prendre ses responsabilités, on mettra tout le monde à table et on trouvera les solutions. Parce qu'est-ce qui se passe? On s'en prend après au peuple. Mais la grande partie du peuple, c'est pas l'État. L'État, la politique qui est pratiquée par le gouvernement israélien, moi je suis désolé, je ne l'approuve absolument pas. Par contre, c'est pas pour autant que j'ai quelque chose contre Israël ou que j'ai quelque chose contre la communauté juive. Bien au contraire. Mais l'approche du BDS, vous avez le droit, Ross, vous avez le droit de ne pas soutenir la politique israélienne. Mais est-ce que vous soutenez les actions du BDS? Ce sont deux choses différentes. Alors moi, je soutiens toutes les actions qui visent à poser le débat pour qu'on aille vers des solutions concrètes, vers la paix. J'approuve, quelle que soit la Et le BDS situation. va vers la paix? Bien évidemment. C'est pour ça que je vous disais que poser le débat de cette manière, écoutez, moi je pense que lorsqu'ils interpellent l'ONU,
lorsqu'ils interpellent l'ONU, je suis désolé, oui, ça va dans le bon sens. Et lorsqu'ils retirent des avocats parce qu'ils viennent d'Israël, dans des carrefours à Paris, qu'est-ce que vous en pensez? Parce que ce sont des actions militantes. Ils font des actions militantes. Par exemple, ils retirent des avocats qui viennent d'Israël dans des carrefours et ça provoque des esclandres. Ce sont des actions militantes qui sont pratiquées par le BDS. Est-ce que vous considérez que ce sont des actes de paix? Mais vous avez vu les actions qui font les colons Non, je vous pose une question, je vais vous dire, Mais c'est pas... Rost. Tout ce qui provoque des réactions d'extrémistes, il faut les condamner de façon ferme d'où qu'elles viennent. Et ça va des deux côtés. Ce qu'on appelle, vous voyez, vous avez utilisé un terme tout à l'heure, on parle de colonies. C'est quoi les colonies? En plus, moi qui suis africain, je peux vous dire que ça a une résonance dans ma tête quand on parle de colonies. Après, j'ai entendu ce que les gens m'ont dit en Israël quand j'étais en Israël par rapport à la question des colonies. Ok, ça peut s'entendre, de ce qui avait été fait. Mais lorsque, aujourd'hui, et d'ailleurs c'est pour ça moi je suis tellement heureux que Trump ait dégagé, j'espère que Biden va prendre en main les choses pour qu'aujourd'hui, on remette les uns et les autres à table, parce que la situation actuelle, elle arrange les dirigeants des deux côtés d'ailleurs, que ce soit les dirigeants palestiniens ou que ce soit les dirigeants israéliens, ça les arrange tous que la situation reste en statu quo. Par contre, pour les peuples, c'est ça il faudra faire, et j'espère que Biden va s'y attaquer pour que l'ONU, à un moment, prenne responsabilité aussi pour qu'on trouve une solution. Il n'y a pas de chemin vers la paix. La paix est le chemin, comme disait Gandhi. Franck Tapiro, j'imagine que vous voulez répondre à votre voisin. Et on va clore ce chapitre. La paix. Oui. Oui, je disais que l'objectif c'est la paix, on est absolument sûr. Maintenant, les chemins qui mènent à la paix ne sont pas toujours les mêmes. Et c'est vrai qu'il ne faut pas oublier que dans le mot BDS, il y a le mot B au début. Et B, ça ne veut pas dire bidule, ça ne veut pas dire... voilà, ça veut dire juste boycott. Et moi, je suis d'accord avec ce que tu as dit, mais on ne peut pas parler de paix avec une association qui veut le boycott, qui est illégale. Donc à un moment, il devrait changer de nom, qui s'appelle autre chose. Je ne sais pas, moi, pour la paix, pour l'amitié entre les peuples, j'en sais rien, mais BDS, c'est boycott, et moi, à partir de boycott, déjà, je ne les écoute plus. Deuxièmement, quand je vais vers eux, et que je vois, mais la pauvreté abyssale, ils ne connaissent ni les Israéliens, ni les Palestiniens. Ils ne connaissent que les problèmes relatés par une certaine presse depuis 25 ans qui bastonnent que des conneries du matin au soir. Je vous dis, moi qui suis des deux côtés, je peux vous dire, c'est terrorisant. C'est-à-dire de voir à quel point, je leur dis, mais quitte à pas être d'accord, soyez pas d'accord, mais sur des vraies choses, pas sur des fantasmes, en disant oui, il y a des snipers qui jouent à tirer sur les enfants palestiniens pour faire du tir à la carabine. Mais enfin, dans quel film de science-fiction ils ont vu ça? Mais quand on voit sur des images, rappelez-vous il y a quelques années, ce qui arrive quand un terroriste se fait abattre, c'est que... Excusez-moi, mais je dirais pas que les soldats jouent à ça, mais on a été témoin à plusieurs attaques pareilles. Par des snipers qui tirent sur des enfants. Ça, on l'a vu. Ah, sur les enfants, bien entendu, sur les enfants qui jouent, qui font rien, qui marchent dans la rue. Mais arrêtez. Non mais écoutez, c'est pas moi qui l'invente. C'est pas moi qui l'invente. Il y a des vidéos là-dessus. Des années, il y a des vidéos, je vais vous montrer les vidéos. Vous parlez pas de l'affaire Al-Dura qui a été un scandale pas uniquement de celle-là. Pas uniquement de celle-là, il y a beaucoup d'autres. C'est pas grave. Beaucoup d'autres. Ils vont envoyer des pierres. Et donc ils sont mis en situation, malheureusement à leur âge, par leurs parents qui les poussent au front à envoyer des cailloux et à faire plein d'exactions. Et ça crée des réactions. Ouais, mais Franck, les mouvements de libération, vous n'avez jamais entendu parler. Non, mais on ne peut pas laisser passer. Les enfants. Oui, mais vous pouvez pas justifier. Vous pouvez pas justifier le fait qu'on tue des enfants parce que des enfants jettent des pierres. Je suis désolé. Bien alors, ils jettent des pierres. Vous n'agissez pas de la même manière que des gens qui sont en face dans des pierres. Je suis désolé. Ils n'ont pas de fusil, ils ont des pierres. Un mot, Michael Lara, et on va conclure cette séquence. Voilà le débat. Parce que ça, c'est la guerre des images, vous voyez. C'est le résultat de la guerre des images. Entre la vérité qui n'intéresse pas les pro-palestiniens agressifs comme le BDS aujourd'hui, et puis l'émotion. Ah voilà, alors on peut pas tirer sur des enfants qui jettent des cailloux. Franchement, il faut être trop méchant. Alors vous êtes vraiment très méchant, arrêtez d'être méchant. Bon, et donc c'est dingue parce que ce sont des images, pardonnez-moi, qui datent de 1987. Ça veut dire 25 ans plus tard, on imagine que c'est encore une réalité. C'est pas un argument, l'argument c'est l'émotion. Et donc on peut plus penser. Vous trouvez que c'est normal de tirer sur des enfants même s'ils jettent des pierres? Mais c'est quand la dernière fois que vous avez dit ça sur les enfants? Je pense Est-ce que c'est une réalité? C'est ça la vraie question. Je pense que cette accusation est grotesque et que si on veut parler du traitement qui
est fait aux enfants, c'est les dirigeants palestiniens qui les emmènent toujours au casse-pipe en premier pour qu'il leur arrive ça. Qui vient parler c'est une projection de nouveau. Jette des pierres. Absolument, et vous le savez très bien, mais c'est d'une mauvaise foi. Il a pas besoin de lui dire. Il le fait, bien entendu. Mais c'est d'une mauvaise foi permanente, et c'est ça qui est extraordinaire. Il y a quelque chose aussi dont on peut parler, c'est de l'intention. Quelle est l'intention? Quand B'Tselem ou le BDS parlent d'apartheid, est-ce que leur intention c'est la paix? Leur intention c'est pas la paix. Leur intention c'est de décrédibiliser complètement Israël. Et quand on lit ce qui est écrit, parce qu'après on peut lire, eh bien on voit que ça part sur la colonisation et puis après, ça parle après du droit des Juifs à revenir en Israël. C'est-à-dire que en fait l'intention fondamentale, elle n'est pas sur les colonies. L'intention fondamentale, elle est d'attaquer le leitmotiv d'Israël, l'existence même de l'État d'Israël. Est-ce qu'on peut avoir un État juif? Est-ce qu'on peut avoir un État juif avec un droit au retour? Voilà ce qui est attaqué fondamentalement. Alors maintenant, il faut aussi que nous, les Israéliens juifs, on soit courageux. Il faut que nous, les Israéliens juifs, on soit courageux. J'ai juste une question pour le monsieur là. Cette position, est-ce qu'on assume cette position qu'on veut un État juif avec un droit au retour des Juifs ou pas? Parce que si on ne peut pas assumer cette position, alors c'est mieux de s'en aller parce qu'Israël deviendra le Liban. Mais à un moment donné, c'est de ça dont on parle. Rost, vous voulez réagir, mais après, il faudra qu'on avance au deuxième thème. Rost, à vous. Bien sûr. Alors, oui, juste une question. Est-ce qu'il y a d'autres issues que la création des deux États et le respect des règles qui régissent justement tout ça? Est-ce qu'il y a d'autres solutions? Personnellement, je pense qu'il n'y a pas d'autres solutions. Mon avis à moi, mon avis, je vous le donne. Mon avis, je pense qu'il faut aussi arriver à un État. Il faut arriver aussi à une solution à deux États. C'est pas de ça dont il s'agit. Vous vous trompez. Vous avez l'impression. Non, c'est pas de ça dont il s'agit. Vous vous trompez. Vous avez l'impression que le BDS parle d'une solution à deux États. Depuis que le BDS est aussi agressif, depuis que l'Iran est aussi agressif, en retour, en miroir, la politique israélienne est aussi plus dure et la solution à deux États s'est éloignée. C'est parce qu'il y a quelque chose. Absolument. Et aux enfants, absolument. Mais après, si vous voulez être dans des caricatures, on ne peut pas réfléchir. C'est vous qui ne regardez pas la vérité en face. C'est vous qui êtes dans des caricatures et dans de l'émotion. Mais le problème, c'est que maintenant, nous, on vit ici. Vous avez parlé d'un État juif avec un droit de retour et c'est ça dont vous espérez. Mais ça existe. Non, c'est pas ce que j'espère, vous n'écoutez pas, mais ça m'étonne pas. Ça existe. Maintenant, le contraire n'existe pas. C'est ça ce qui est en train de se dire là. Les Palestiniens sont en train de tendre la main en disant nous, en tant que votre voisin, vos cousins, nous voulons la paix. Nous sommes un peuple. Nous voulons être autodéterminés. Nous voulons un État voisin à l'État israélien, vivre en paix avec vous. Maintenant, lorsqu'il y a toujours les soldats, les colonies, il y aura les soldats et les colonies dans les territoires occupés. Mais vous confondez tout. La responsabilité des dirigeants palestiniens, tout le monde. Vous parlez de la solution à deux États. Moi, je suis pour une solution à deux États. C'est pas le problème. Mais c'est pas du tout la question que pose le BDS. Attendez, tout le monde parle en même temps, on vous entend plus. Attendez, on vous entend plus. Je veux donner la parole à Paris. Attendez. Tout le monde parle en même temps. Je vais donner la parole à Paris et à Rost. Parce que Rost, et je vous remercie de nous rejoindre dans ce débat, ce qui est nouveau sur notre antenne, mais vous parlez de très bonnes intentions. Moi, je veux bien. Mais le problème, c'est qu'il y a un décalage entre ce que font aujourd'hui ces ONG et les bonnes intentions que vous voulez défendre. Non. Ben, écoutez, moi, je peux vous dire, je ne sais pas pourquoi ce sujet m'intéresse depuis si longtemps. Alors peut-être mon histoire personnelle ou j'en sais rien. Et puis j'ai un ami qui est en train de nous regarder là, qui est en Israël actuellement. C'était le gérant de l'hypercachère de la porte de Vincennes. Moi, c'est son frère et lui qui m'ont aidé à sortir de la rue il y a 25 ans de ça. Donc on a toujours eu des débats très vifs sur ça entre son frère et moi. Et on l'a vu ce soir. Déjà à l'époque. Et je vous parle de ça il y a 30 ans de ça. Et donc je veux dire. On sait tous, et ils le disent eux-mêmes, de toute façon qu'il n'y a pas 20 milliards de solutions. Et en plus, eux travaillent énormément, en plus avec les Arabes de la Palestine. Donc, c'est la seule chose, on n'a pas 20 milliards dans 50 ans, merci, on va se regarder tous, et on va se dire, merde, qu'est-ce qu'on a perdu comme temps et qu'est-ce qu'on a tué comme personne avant d'arriver à cette solution? Il n'y a pas 20 milliards de solutions, il y a que celle-là. On marque une petite pause, on se retrouve dans quelques instants pour nos deux autres sujets, et on va se poser une
question, surtout vous qui nous regardez depuis la France. Y aura-t-il pas de troisième confinement vu de la France? Et les conséquences dans le monde entier? Peut-être un parfum de rébellion. À tout de suite. Les grandes gueules Moyen-Orient, seconde partie, toujours à mes côtés Noémie Aliwa, et ce soir Michael Harar, psychiatre, Amir Badran, avocat arabe israélien, à Paris Franck Tapiro, publicitaire, ainsi que Rost, rappeur et président de Banlieue Active. Et si vous le voulez bien, nous allons accueillir maintenant dans nos grandes gueules l'invité du Grand Oral. Et c'est la porte-parole de la République En Marche, Prisca Thévenot, qui est en direct avec nous. Bonsoir Prisca Thévenot. Bonsoir, merci de m'accueillir. Merci d'être avec nous dans ces grandes gueules ce soir. Deux déclarations m'ont interpellé aujourd'hui. La première, Olivier Véran, il annonce en conférence de presse que le couvre-feu à 18h est efficace, je le cite, mais à l'évidence que cela ne suffira pas à faire reculer le virus. Et quelques heures plus tard, autre déclaration, cette fois-ci Jean Castex qui annonce aux sénateurs, au Sénat, un débat et un vote mardi prochain sur un nouveau confinement. Le pouvoir français craint-il à ce point la colère du peuple pour prendre autant de pincettes avant d'annoncer quelque chose qui s'annonce inéluctable? Non, vous savez, en fait, ce qu'il faut aussi bien comprendre, c'est que là, ça fait 1 an qu'on subit cette crise sanitaire de plein fouet, qu'elle est usante, que les Français ont subi le premier confinement au mois de mars, avril et mai, et que dès le mois de septembre, de nouvelles restrictions ont été mises en place, assez dures, avec un couvre-feu, un deuxième confinement. Donc effectivement, il y a une lassitude, une fatigue, et qu'il faut entendre, il ne faut pas la nier ou s'abstraire à celle-ci. Maintenant, effectivement, le gouvernement a mis en place le couvre-feu à 18h, qui a été réévalué. Le problème est... Mais on voit que c'est insuffisant, et vous le savez depuis longtemps que c'est insuffisant. Jeanne Bardella, tout à l'heure sur notre antenne, a même parlé de supplice chinois. Non, alors, oui, je veux bien. Oula, Jordan Bardella, la référence. Ah non, mais je veux bien. Attendez, Franck Tapiro, attendez. L'opposition. Attendez, moi, je veux bien que Jordan Bardella dise plein de choses. Maintenant, c'est toujours facile de se prononcer une fois qu'on a vu l'histoire écrite. La vérité sur le couvre-feu, c'est qu'effectivement, il a été efficace. On l'a vu dès le mois d'octobre, parce qu'il a été mis en place en France au mois d'octobre. La différence là, avec le confinement qui a été mis en place en janvier, c'est qu'il y a une nouvelle donne qui est le variant anglais. Et ce variant anglais est plus contagieux que la Covid lambda classique. Donc maintenant, ce qu'on peut se dire, c'est que est-ce que c'est suffisant? Non, clairement. Est-ce que ça a été efficace d'une certaine mesure? Oui, parce que là où nos autres pays voisins européens sont confrontés à une vague importante d'épidémie, nous, on est effectivement sur un plateau qui certes progresse, mais qui n'est pas un pic épidémique. Donc moi, je veux bien entendre ce que Jordan Bardella a à dire, mais pour l'instant, à part faire beaucoup de bruit sur la vaccination, sur les mesures sanitaires, ils n'ont pas proposé beaucoup de choses. Mais la vraie question, et je peux vous dire, puisque je vous parle depuis Tel Aviv, c'est qu'en Israël, par exemple, quand les mesures sont prises, le Premier ministre parle le samedi soir, et dès le dimanche, c'est mis en application. On a l'impression qu'en France, il y a une crainte qui fait que jour après jour, les membres du gouvernement font une déclaration pour dire le lundi, c'est grave, le mardi, c'est très très grave, le mercredi, c'est de plus en plus grave, et peut-être dimanche, on vous annoncera notre décision qui est de confiner. Le vrai sujet, et attention, nos grandes gueules à Paris, vos micros sont ouverts, je précise, je vous en prie. Non, ce que je veux dire, c'est qu'il y a un besoin de transparence, un besoin de communication. Alors oui, du coup, ça donne de la communication assez fréquente. Est-ce que c'est nécessaire? Je pense que c'était une demande aussi bien des Français, mais également des élus et des représentants. Maintenant, vous reveniez sur le sujet que, effectivement, Jean Castex a annoncé que la décision qui serait prise par rapport au renforcement ou non des mesures sanitaires en France serait présentée et soumise aux deux chambres, aussi bien au Parlement qu'au Sénat. Mais ça, c'est une demande, en fait, des sénateurs et des parlementaires. Donc, je veux bien qu'on dise maintenant, non, il faut le faire moins ou il faut le faire plus, mais à un moment, il y a des choses qui sont demandées, le gouvernement les entend et les met en application. Je ne vois pas ce qu'on peut plus reprocher par rapport à ça. Est-ce que nos grandes gueules à Paris veulent interpeller Prisca Thévenot? Rost, par exemple.
Non, mais alors, qui demande à être confiné aujourd'hui en France? Personne ne demande à être confiné. Personne ne veut être confiné. Enfin, je comprends pas. À part les gens qui ont été sélectionnés dans cette espèce de comité qui conseille le gouvernement, soit disons les sachants entre guillemets, personne ne veut être confiné. Je suis désolé. D'ailleurs, ils auraient après le premier épisode, ils auraient dû mettre en place un comité d'ailleurs et composé et aussi des citoyens plutôt que de toujours avoir les espèces de pseudo-spécialistes qui savent tout et qui en fait ne savent rien parce que personne ne sait rien de ce qui se passe réellement. Donc on continue à subir les choses. Personne ne veut du confinement parce que ce qui va se passer là, moi je vous le dis, c'est qu'un nouveau confinement, il va y avoir une révolte derrière. Et comme ça se passe dans d'autres pays d'ailleurs actuellement, parce qu'on en a ras-le-bol, les Français en ont ras-le-bol. Les conséquences de ce confinement-là, elles vont, et sur le plan social, sur le plan psychologique, sur le plan psychiatrique, elles vont être graves. On a vu ce qui s'est passé ce matin, par exemple, à Valence, avec cet homme qui a été tiré sur cette pauvre dame qui travaillait à Pôle emploi. Ce genre de choses, je peux vous dire, plus ça va aller, plus ça va se multiplier parce qu'il y a des drames humains qui sont en train de se jouer actuellement et qui se jouent depuis cette épidémie. Moi, je ne veux pas accabler le gouvernement sur la gestion globale comme le font la plupart des gens parce que je ne sais pas ce que nous, on n'aurait pas forcément fait mieux et je ne sais pas ce que les autres auraient fait s'ils étaient à leur place à ce moment-là. Donc, et d'ailleurs, il y a des mesures qui ont été prises qui étaient intéressantes. Mais toujours est-il que au stade où on est aujourd'hui... Vous craignez en tout cas une dégradation de la situation. Confiné, stop, ça suffit. Un mot, Franck Tapiro, et après je laisse Prisca Thévenot nous répondre. Franck Tapiro, un mot. J'entends Ross ton émotion, et c'est vrai qu'on peut totalement comprendre ce qu'il dit. Il y a plein de gens qui pensent ça, mais encore une fois, je tiens à rappeler à tout le monde, Emmanuel Macron et son gouvernement, depuis le démarrage en 2017, n'avaient jamais pensé une fois dans leur vie à confiner leur population. On a l'impression que c'est une spécificité française, on a l'impression que c'était une décision politique pour emmerder les gens, et je ne parle pas de toi, mais il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est vraiment fait pour bloquer les populations. Mais à un moment, il y a quelque chose qui s'appelle, d'abord, je suis désolé, mais la connaissance scientifique, et deuxièmement, ne pas avoir le choix. Si à un moment, on n'a pas le choix, pour plein de raisons, et je peux vous dire, qui peut donner des leçons aujourd'hui dans le monde entier? Absolument personne. Les plus grandes nations sont les plus touchées. Donc, encore une fois, les erreurs ont été commises de partout. Et l'approximation, c'est normal quand on ne sait pas quelque chose. Comment voulez-vous qu'on ait une absolue certitude de la bonne décision politique? Oui, donc mais Franck, vous pouvez pas... Je me permets de vous interpeller là-dessus, mais comment vous voulez faire la même chose en attendant... C'est pas la même chose. Mais si, vous faites la même chose en attendant un résultat différent. J'aimerais que Prisca Thévenot nous réponde. Pardonnez-moi, je veux donner la parole à notre invité quand même, parce que vous l'avez interpellé sur ses conséquences. Prisca Thévenot, est-ce que c'est une crainte que vous avez et est-ce que c'est ce qui explique peut-être la lenteur de l'application et de cette mise en place du confinement, si confinement il y aura lieu? C'est parce que vous avez peur de conséquences sociales et de dégradation, ce que disait Ross il y a quelques instants. Clairement, moi j'entends complètement tout ce qui a été dit par Ross, parce que on est tous fatigués, on est tous épuisés, et les conséquences, par contre, je vais même aller un peu plus loin que vous, c'est que les conséquences psychologiques et sociales, elles sont déjà là, et on en parle déjà, on l'a vu avec les étudiants, on l'a vu sur différentes personnes. Le sujet étant, c'est que le gouvernement ne prend pas un malin plaisir à dire qu'il faut éventuellement reconfiner et ou durcir certaines mesures sanitaires. S'il le fait, c'est qu'il n'a pas d'autre choix. Je me permets de vous donner quelques éléments chiffrés par rapport à ça. Déjà, n'oubliez pas quelque chose, je suis désolée de le rappeler, mais la Covid n'est pas une donnée stable. Ça, c'est quand même quelque chose qu'il faut qu'on se souvienne. L'année dernière, à la même époque, est-ce qu'on se serait dit qu'on serait en face de différents mutants ? Enfin, je veux dire, le virus ne cesse d'évoluer. Le virus, malheureusement, se porte bien. Il est en parfaite santé. Donc, c'est pour ça qu'on est constamment en train d'avancer. Et on le voit notamment, et c'est encore une fois, le but, c'est de s'en sortir tous ensemble, tous les pays. Mais on voit que certains pays... Oui, mais vous allez plus lentement que d'autres. Vous allez beaucoup plus lentement. Nous, vu de Tel Aviv, à Tel Aviv, vous savez qu'on a le record mondial aujourd'hui. Israël est le record mondial du nombre de jours confinés. Mais c'est aussi parce que les mesures ont été prises très en amont. Et on a l'impression qu'en France, il y a toujours un coup de retard.
Le sujet est de regarder différents éléments pour décider. Il faut effectivement lancer la campagne de vaccination, l'accélérer, mais il faut regarder aussi le taux de saturation des hôpitaux. Mais quand on dit taux de saturation des hôpitaux, c'est ceux qui viennent juste en consultation ambulatoire, mais également ceux qui y restent pour des réanimations. Et aussi regarder le nombre de décès. Il y a différents paramètres à prendre en compte et ensuite par rapport à ça, décider des mesures sanitaires. Et ces mesures sanitaires, il faut aussi analyser les impacts sur la société. Donc la vision, elle ne peut pas être binaire sur ce sujet-là, sachant encore une fois que le virus, lui, évolue constamment. Donc j'entends, moi franchement, et je vais pas vous mentir, moi aussi ça me fatigue, je veux que ça s'arrête, j'en ai marre. Mais un moment, on n'a pas trop le choix que d'essayer d'avancer ensemble, d'être solidaires. Et c'est d'ailleurs ce qui est fait, hein, honnêtement. On en parle, on débat, etc. Mais globalement, on est solidaires et on écoute ce qui a été décidé. On s'y applique. Un exemple très, très clairement qui a été fait cette semaine, il y a un sondage qui a été mené où on demande aux Français s'ils ont envie de se confiner. 52% répondent oui. C'est pas beaucoup. Parce Mais regardez, votre remarque est intéressante. Pardonnez-moi, je vous coupe, parce que nous aussi, nous avons interrogé notre public aujourd'hui. On lui a demandé de voter sur Twitter et sur Instagram. Et regardez ce que répond le téléspectateur des Grandes Gueules Moyen-Orient. Allez-vous respecter un troisième confinement s'il a lieu ? 58% nous répondent oui, 42% quand même répondent non. Ça fait 2 sur 3 qui ne sont pas prêts à le respecter. Oui, alors il y a d'autres. Alors vous voyez, les sondages changent et évoluent très vite. Hier, le même sondage a été fait par ELAB, je crois, commandé par une grande chaîne, par une chaîne nationale. Et effectivement, 52% disaient être OK pour se reconfiner et 93% disaient oui ou non, je suis d'accord avec cette mesure, mais est-ce que je la respecterai ? Oui. Michael Lara, vous êtes le psy de ce plateau quand même. Ces conséquences qui arrivent là, on va voir avec Noémie quelques exemples, mais il y en a de plus en plus et dans le monde entier. Oui, alors c'est normal. Le psychisme, représentez-le-vous comme une corde, ok ? Donc il y a des petits artefacts, des petites choses abîmées, et quand on tire, on met la corde sous pression, c'est là qu'elle peut casser. Ok, et ben la pression mise par la crise sanitaire sur le psychisme des gens fait que les gens qui ont des angoisses, qui ont des troubles, peuvent en avoir plus. Ok, après il y a un élément de réalité qui est aussi l'élément économique. Il y a des gens qui sont dans des inquiétudes financières énormes, et donc évidemment ça va les pousser à décompenser. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir comme en Israël, il y a une défiance qui est moindre sur cet élément-là, sur la gestion de la crise sanitaire, alors qu'il y a plus de jours de confinement par rapport à la France. Ce que je pense, c'est que le gouvernement français a créé cette défiance parce qu'il a été d'une grande suffisance au début dans la communication. Il n'y aura jamais de confinement, puis après les masques, ça sert à rien, tout ça avec une sacrée suffisance. Et donc, je pense que les Français, ils ont perdu confiance en leur gouvernement, ils voient en plus les bugs autour de la vaccination, et donc ils ont l'impression qu'ils sont gouvernés par des gens qui ne savent pas, et qui vont prendre des décisions, qui n'osent plus vraiment prendre des décisions, donc qui commencent à les annoncer 2 semaines à l'avance. Donc c'est crise de confiance aussi. Voilà, mais c'est d'abord pour ça qu'il y a une défiance majeure. C'est parce qu'il y a une crise de confiance. S'il n'y avait pas une crise de confiance, si par exemple on fait la guerre contre une menace, on dit on ne sait pas. On va faire de notre mieux, on va être transparent et on ne sait pas. Eh bien, on va fédérer la population. Vous savez où est-ce qu'il y a eu le moins de suicides dans la période moderne en Europe ? C'est Londres sous les bombes. C'est-à-dire, pendant qu'on est en guerre, si on est tous ensemble dans la même direction, eh ben, on peut lutter contre les troubles psychiatriques. Le problème, c'est qu'en France, les gens ne croient plus à la direction qui est donnée par le gouvernement. Prisca Thévenot, puisque vous êtes la porte-parole En Marche, et je vous remercie d'être avec nous ce soir sur ce plateau et dans cette émission, qu'est-ce que vous répondez ? Moi, j'entends tout à fait qu'effectivement, la communication a été adaptée en fonction de l'évolution de la Covid. Maintenant, j'aimerais juste rappeler aussi qu'on a souvent reproché au gouvernement de ne pas faire vœu d'humilité. Mais en réalité, c'est faux. Hein. Il a fait vœu d'humilité à plusieurs moments, sauf que ça a tellement été repris, re-repris, déformé, etc., que ça n'a même pas été entendu. Mais souvenez-vous qu'a dit, c'était le président de la République et le Premier ministre à l'époque, quand on a fini la phase de premier confinement, qui était un confinement strict. Il l'avait bien dit, on a fait une erreur sur le principe, c'est de laisser enfermer nos personnes âgées dans les EHPAD. Ça a été dramatique pour elles et je ne veux pas que ça recommence. Je ferai en sorte qu'on n'ait pas besoin d'en revenir à ce niveau-là. Pareil, que dit aujourd'hui Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation ?
Le fait de fermer les écoles, qui ont été fermées pendant le premier confinement, a été dramatique pour les enfants. On a comblé, on a compensé bien évidemment, mais je veux absolument éviter d'en arriver encore jusque-là. Donc si, il y a des choses qui sont... Et juste après, on a droit à une phrase d'Emmanuel Macron qui parle de 65 millions de procureurs. Donc on a l'impression toujours que cette espèce d'instinct revient, cet instinct un petit peu hautain vis-à-vis du peuple français. Oui, je vous remercie de souligner ça parce que c'est intéressant ça aussi. Le sujet, alors la phrase peut être, si vous voulez, maladroite, interprétée, réinterprétée, bien évidemment, mais je pense que c'est intéressant parce qu'on est dans une situation en France où on n'est pas en train de dire il faut reconnaître ses torts, il faut dire qu'on n'a pas eu raison ou dire qu'on aurait mieux fait, etc. Non, on est en ce moment dans un contexte, et je ne parle pas de l'ensemble des Français, mais d'une certaine opposition qui est systématiquement en train de chercher l'erreur. Merci. Et c'est ça le sujet aussi. Merci beaucoup, Prisca Thévenot, d'avoir été avec nous ce soir et d'accepter d'intervenir dans ces grandes gueules Moyen-Orient. Je vais rappeler que vous êtes porte-parole La République En Marche. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. C'est pas évident de défendre aussi la parole du gouvernement français, vu l'année et les décisions peut-être contestables qui ont été prises ces dernières semaines et ces derniers mois. Et justement, avec Noémie, on voulait vous montrer toutes ces images. Des images qui ont marqué la semaine en Israël, en France et dans le monde, où partout, on sent un petit peu que c'est en train de craquer. Exactement, y compris en France. Vous avez sûrement entendu parler de Poppy, c'est cette brasserie du centre-ville de Nice qui a accueilli hier des clients devant les caméras et sous les cris de résistance, résistance. Si ce n'est pas le cas, regardez. Et voilà, et beaucoup se demandent si ce n'est pas le signe d'un mouvement de révolte beaucoup plus global de la part de la population à l'échelle mondiale. Aux Pays-Bas, par exemple, l'entrée en vigueur ce week-end des restrictions contre le Covid-19 a entraîné plusieurs nuits d'émeutes, magasins pillés, abribus vandalisés, voitures incendiées et jets de pierre contre la police ont fait basculer le pays dans une humeur révolutionnaire. Et Israël également n'est pas épargné. Des heurts se multiplient entre les juifs ultra-orthodoxes et la police. Les mesures sanitaires anti-Covid-19 et notamment la fermeture des maisons d'études talmudiques et des synagogues. Alors jusqu'où ira ce mouvement de protestation? C'est tout le sujet de ce débat. Amir Badran, on sait d'ailleurs qu'ici en Israël, Benjamin Netanyahou laisse aussi planer le doute. Il est certain que la date du 30 de fin janvier ne va pas être la date définitive du confinement, puisqu'on est toujours ici en confinement. Vous, elles vous font peur, ces images? Est-ce que ça me fait peur? Oui. Est-ce qu'on pensait que les débordements seraient encore plus grands? Parce que près de chez nous, ici à Yafo, on a vu également des marches, des manifestations, des Arabes israéliens qui sont dehors, des orthodoxes qui sont dehors. Ça ne peut aller que de mal en pis? Oui, ça peut être pire. Et je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit il y a quelques minutes avant par rapport à la confiance. C'est-à-dire que le manque de confiance du public dans la politique menée par le gouvernement, c'est un des plus grands problèmes pour le fait qu'il y a une désobéissance. C'est-à-dire que lorsque le peuple trouve que son gouvernement n'a pas une politique ferme, qu'il n'applique pas un projet avec des buts qui sont précis, mesurables, et lorsque de jour au lendemain, il change de tactique, il change de but, il change de décision, on se trouve dans cette situation-là. Mais il est aussi face à une inconnue, c'est une pandémie inconnue. Oui, mais là encore, c'est vrai que c'est un inconnu, c'est vrai. Mais là encore, il y a d'autres États qui ont su aller d'une manière différente. C'est qui l'État modèle pour vous? C'est intéressant parce que le monde entier nous interroge, nous en Israël, en disant on est un État modèle, et vous vous dites allez voir ailleurs. Non, je suis très content pour être vacciné. D'ailleurs, j'ai pris mon vaccin aujourd'hui. Mais il faut aussi dire la vérité. C'est qui votre modèle à vous alors? C'est quel pays? Que nous sommes aussi une sorte d'un grand laboratoire pour le monde entier. Parce qu'en fait, c'est sur nous qui est en train de se faire tous ces vaccins pour voir si ça marche ou ça marche pas. Donc ça aussi, il faut le prendre en considération. Maintenant, revenons au manque de confiance. Vous savez, on parle de plus des salariés, on parle de plus d'1 million de chômeurs ici en Israël, dans ces périodes-là de confinement. On parle des indépendants qui étaient dans les rues, qui ont failli même former un parti politique, ils se sont retrouvés avec Bennett, et on est en train de parler d'une vraie crise du côté social et du côté économique, alors que les gens des couches les plus défavorisées sont toujours ceux qui sont les plus touchés. Et c'est pour ça qu'on est en train de voir ce qu'on est en train de voir dans le côté ultra-orthodoxe, c'est qu'on est en train de voir dans la communauté arabe un refus total d'obéissance. Alors ce refus total, ce qui est intéressant, Rost, c'est que vous le soutenez plus ou moins, ce refus et cette rébellion.
Alors, il ne s'agit pas de soutenir ou de ne pas soutenir. Il y a un constat, depuis le début, ce qui est extraordinaire, c'est qu'eux découvrent ce qu'on leur dit depuis le début. C'est-à-dire ? Nous, on est sur le terrain en permanence. Moi, je suis un homme de terrain. Je suis souvent dans les quartiers, j'interviens beaucoup auprès des jeunes dans les quartiers populaires, j'interviens auprès des familles, parfois qu'on accompagne, qui sont en difficulté. Donc, on est au contact permanent de la situation sociale la plus fragile. Donc, moi, j'essaye de porter la voix de la plupart de ces gens-là et de la classe moyenne française qui, elle, subit. Vous savez, il y a des gens, là où, dès le début de la pandémie, dès le premier confinement, j'ai fait quelques émissions où je leur disais attention, il va y avoir certains drames qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Et force est de constater que ces gens-là, à l'époque, nous disaient oui, mais vous, évidemment, quelle légitimité avons-nous? Parce que nous, on vient de la banlieue, on est les pauvres, entre guillemets, en tant que tels, donc notre voix n'a pas de résonance. Et bien, à un moment, on dit stop. Et aujourd'hui, ils sont en train de voir ce qu'on leur dit depuis longtemps. Vous savez, il y a des gens qui ont travaillé toute leur vie, qui ont essayé de mettre leur argent dans leur petit business. Aujourd'hui, ils sont en train de tout perdre. Ces gens-là, ils sont en train de déprimer. J'ai des amis autour de moi qui sont battus toute leur vie pour construire leur petit business. Ils sont en train de tout perdre. Ce nouveau confinement, rien que déjà le couvre-feu à 18h, a fait basculer encore d'autres personnes dans un espèce de bad trip. Et là, un nouveau confinement va sceller définitivement encore d'autres destins qui étaient sur la fragilité. C'est pour ça que moi je dis, ces gens-là, ok, bien évidemment, encore une fois, Mais est-ce qu'il ne faut pas les appeler à la raison, justement ? Pardonnez-moi, excusez-moi, mais est-ce qu'il ne faut pas les appeler à la raison ? C'est pas par plaisir aujourd'hui que les gouvernements imposent des couvre-feux ou imposent des confinements, Franck Tapiro. Alors, Benjamin, la raison c'est quoi ? La raison c'est de dire le gouvernement a raison. Non, on sait aujourd'hui que le virus... C'est pas de dire il a raison, c'est de dire qu'il faut être un peu citoyen aussi. À un moment, on dit... Au lieu de détruire tout le monde, on dit aujourd'hui il faut peut-être confiner cette partie de la population qui a des comorbidités et qu'on essaye de laisser les autres travailler, essayer de se reconstruire psychologiquement, essayer de se reconstruire financièrement. Mais c'est pas ce qu'on est en train de faire, on va pas vers ça. Non mais le contexte est différent entre le premier confinement. D'abord, n'oublions pas que lors du premier confinement, tout le monde disait de toute façon les Français ne le respecteront pas. C'est pas vrai. Ils ont été beaucoup plus citoyens et civiques. Mais là, nous en serons au troisième. Au troisième confinement, mais on oublie qu'on n'a plus le même virus. On n'a plus le même virus. Si c'était important lors du premier, aujourd'hui avec les variants, pas qu'anglais, le variant sud-africain et d'autres, c'est de plus en plus dangereux, on le sait. On sait que même si certains vaccins font une parade, certains, contre le variant anglais, on a encore de gros doutes sur les autres. Et donc il y aura plus de transmissibilité, plus de mortalité. Donc à un moment, il y a encore plus de raisons de confiner aujourd'hui qu'au début quand on ne savait rien. Donc on en sait un. Donc vous confortez les gouvernements dans leurs décisions en fait. On sait très bien qu'un virus il va muter, il va continuer à muter. D'ailleurs on parle déjà d'un variant israélien qui serait résistant au vaccin, on en parle en Israël. Donc constamment il va muter, constamment on va confiner, ça veut dire qu'on est encore là dans 10 ans ? Ouais. C'est la meilleure des pires décisions. Malheureusement, s'il y avait une autre décision. C'est la meilleure des pires, ça dépend pour qui. C'est-à-dire, moi, je suis médecin. Franck Tapiro, c'est Michael Hara. Franck Tapiro, finissez. Une autre méthode. Une autre méthode. Est-ce qu'on peut trouver une autre méthode ? Ok, on dit, moi j'ai une idée, on va pas reconfiner. On fait quoi ? On fait quoi pour éviter que le virus se propage et pour éviter qu'il soit de plus en plus mortel et pourtant, Dieu sait si moi, je déteste le confinement. Mais qui aime le confinement ? Sauf qu'on n'a pas le choix. S'il y avait une meilleure idée, je pense qu'on la prendrait. Donc vous dites qu'on n'a pas le choix. Michael Hara. Je sais pas si dans la réalité, il y a mieux. Mais c'est normal de prendre en compte la balance économique pour les gens qui sont dans une situation catastrophique. Ce que Rost a dit, ce que monsieur a dit, ce qu'on voit aussi partout en Israël, c'est-à-dire que quand on dit c'est quoi le pire, il faut être citoyen, il faut confiner. Mais pour celui qui n'a plus rien, il préfère prendre le risque de 0,1% de mortalité qu'être certain qu'il va mourir financièrement. Et on ne peut pas juste monter sur nos grands chevaux. Le thème de l'émission, ce n'est pas qui ne va pas obéir au confinement, c'est qui aujourd'hui sort dans la rue pour manifester, pour jeter des poubelles contre la police. C'est quand même ça. C'est pas simplement ne pas respecter le confinement, c'est de passer à un stade de violence ultime. Mais parce que le désespoir de certaines personnes
il va justifier une certaine violence. On peut pas être manichéen et dire que il faut être dans les gentils, respecter le confinement, etc., et ne pas prendre en considération ce que certains vivent de catastrophique. Et puis il y a la mortalité de cette maladie, ça aussi sur le plan psychologique, il faut le prendre en compte. Quand on va dire à quelqu'un qui est en train de tout perdre, mais c'est normal parce qu'il y a 0,1% de mortalité. Il va dire, mais moi je suis à 100% foutu avec ce qui est en train de se passer. Mais ce que vous sous-entendez, c'est que ce qui va faire couler les démocraties, c'est pas la pandémie, c'est le ras-le-bol des peuples en fait. Ce qui va la psychologie humaine. Je ne pense pas que ce qui peut faire couler la démocratie, c'est l'incompétence crasse des dirigeants et s'ils n'ont pas la solution... Sur ça, vous êtes au moins d'accord avec Amir Badran. S'ils n'ont pas la solution, qu'au moins ils aient une ligne directrice et qu'ils soient transparents. Et qui prennent pas les gens de haut et de façon un peu paternaliste. Allons, arrêtez de faire du bruit et allez vous confiner. C'est pas raisonnable de parler à des gens qui sont en train de tout perdre de cette façon-là. Noémie Aliwa. Je voudrais poser une question à tout le monde ici, sur ce plateau ici et à Paris. Est-ce que vous pensez vraiment qu'il y aura une révolte populaire? Il y a une interview de Jérôme Fourquet aujourd'hui dans l'Express qui explique que lui, il ne voit pas du tout de courbe se dessiner, qui montre qu'il y aurait une révolte populaire grandissante. Est-ce que vous pensez que les peuples vont être plutôt relativement disciplinés comme ils l'ont été jusqu'ici, ou est-ce qu'on peut se préparer à une sorte de révolution? Amir Badran. Écoutez, je ne pense pas qu'il y aurait une vraie révolution au niveau de tout le peuple ou des États. Mais c'est certain que les partis les plus touchés, les communautés les défavorisées seront eux qui vont ils sortiront sur la rue, ils vont faire sortir cette crise pour résonner au monde entier, comme l'a dit tout à l'heure, excuse-moi, Michael. Je suis tout à fait d'accord avec ce qu'il a dit, parce qu'il a dit d'une manière très très précise, s'il y a 0,1% de possibilité que je meure, là je suis à 100% et je suis en train de mourir, parce que il faut que je donc ramène. Vous faites partie de ceux qui disent il y a un ras-le-bol. Il faut que je ramène. Il nous reste 30 secondes. 10 secondes, Franck Tapiro, 10 secondes, Rose, pour répondre à la question de Noémie. Franck Tapiro, en 10 secondes. Franck, il ne sait pas faire 10 secondes. Moi, je vais faire mon publicitaire. Non, 10 secondes. Je ne crois pas au mouvement des masques. Je ne crois pas au mouvement des masques jaunes. Très bien. Rost. Non mais Benjamin, vous croyez que les gens descendent dans la rue pour se battre contre la police? C'est pas leur but. Les gens se descendent dans la rue pour essayer de sauver leur vie. Voilà. Merci à tous d'avoir été avec nous. Je rappelais la question Twitter que nous vous avons posée aujourd'hui justement. Est-ce que vous allez oui ou non respecter ce 3e confinement s'il est annoncé par Paris? Une majorité, petite majorité, vous dites oui. Bonne soirée à tous. Merci d'avoir été avec nous. Rendez-vous lundi. Au revoir Noémie. À lundi.